Bienvenue sur Just In Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Hélène. Salut. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast. Merci pour ton invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, donc je suis Hélène, je travaille chez Jerkoff Music, qui est un tourneur basé à Toulouse, Ouais. Avec des esthétiques plutôt rock, on va dire. D'accord. Donc je suis bookeuse depuis 2 ans à peu près dans les musiques actuelles. D'accord. Et avant ça, j'étais musicienne classique, je faisais de la flûte traversière. D'accord. Ça, j'ai fait ça pendant vraiment longtemps. D'accord. Je pense 10 ans à peu près. Voilà, je fais aussi du management d'artistes pour un groupe qui s'appelle Slift, qui est basé à Toulouse aussi, Yes. depuis environ 1 an. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Parce que c'est quand même un assez grand écart de la flûte traversière au booking. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça ? J'ai fait le conservatoire pendant pas mal de temps. Je suis montée en région parisienne et j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Après, je suis descendue à Toulouse en fait pour préparer un DNSPM. C'est quoi ? C'est Diplôme national supérieur professionnel de musicien. Waouh, ok. Ouais. On ne sait pas si ça en jette ou si c'est compliqué. On ne sait pas trop encore. En fait, c'est les années de conservatoire, c'est pas considéré comme des études post-bac. Ok. C'est-à-dire que c'est bac plus 0 même si tu fais 10 ans au conservatoire. D'accord. Et le DNSPM, c'est un peu l'équivalent du bac plus 3 de la licence. Ok. Et donc, je suis allée faire mon DNSPM après avoir eu mon prix de conservatoire à Paris. Et ben, je suis allée faire mon DNSPM à Toulouse. D'accord. Et ouvrir une formation pour être musicien d'orchestre avec l'Orchestre du Capitole. Ok. Voilà, donc je suis descendue faire ça. Là, j'ai rencontré un peu la musique actuelle. Moi, je me suis mise à être musicienne pour des orchestres classiques, du coup. D'accord. T'avais quel Mais âge ? aussi pour des groupes. C'était il n'y a pas très longtemps, en fait. J'ai terminé en 2015. Donc, c'est... Non, 2016 même, j'ai fini, je crois. Ok. Donc, c'était il n'y a vraiment pas longtemps. Et en fait, j'ai fait un peu aussi musicienne dans des groupes de musique actuelle, mais très rapidement. D'accord. Mais ça m'a donné un premier pied dans les musiques actuelles, on va dire. Et après, j'ai croisé la route de Jerkoff en étant bénévole sur leur festival, parce qu'à l'époque, ils faisaient un festival des intimités qui était en lien, c'était handicap et musique actuelle, avec de la programmation dans des lieux pas dédiés au concert. D'accord. Donc la première soirée sur laquelle j'avais été bénévole, c'était au Muséum d'histoire naturelle, tu vois. Et donc j'ai croisé la route de Jerkoff comme ça. Et à un moment donné, il cherchait, donc il y a un de mes collègues, Charles, quelqu'un pour l'assister, pour l'aider. En fait, lui, il avait envie de se consacrer un petit peu au booking international. Et du coup, il avait envie de quelqu'un pour reprendre un peu les rênes du catalogue qui était déjà existant sur la France. Ok. Moi, ça faisait déjà un petit moment que ça me titillait d'aller creuser ce truc-là, de faire de la diffusion. Et c'est bien tombé, quoi. En fait, j'ai eu mon diplôme et 2 mois après, il m'a formée vraiment sur le réseau musique actuelle. Et donc, en fait, 3 mois plus tard, j'étais chez Jerkoff et j'en suis pas partie. D'accord. Et c'est quoi la première chose que tu as appris où tu t'es dit, bah oui, évidemment, il faut que je commence par là ? C'est une bonne question. Je suis là pour ça. En fait, avant de commencer cette formation avec Charles, moi, j'avais déjà pas mal écouté le roster à fond. Ok. Pour bien essayer de percevoir les singularités des groupes qu'on me proposait. Je pense que c'est un des trucs les plus importants à faire. D'accord. C'est vraiment bien connaître
tes groupes jusqu'au bout. Et je me souviens que j'avais même passé des heures à aller regarder toutes les vidéos pirates sur YouTube, des moindres lives que je pouvais trouver sur Internet pour essayer de regarder absolument tout. D'accord. Et les premiers trucs que lui, il m'a appris et qui m'ont vraiment marqué, c'était sur la façon de s'adresser aux programmateurs. D'accord. Quand tu es jeune booker, il faut beaucoup observer des bookers un peu plus expérimentés pour voir comment ils font. Okay. Parce qu'au début, je pense que j'avais un style très empoulé, quoi. Moi, je viens de la musique classique et j'allais vendre du rock. Je pense que je vous voyais. Un grand écart. Ouais, il y avait un grand écart à fond et je le sentais et c'était horrible. Ouais. Parce que du coup, je sentais le décalage à fond et je vous voyais tout le monde, par exemple. Ok. Et c'est un des premiers. Enfin, Charles, il a pas mal rigolé quand il m'a vu faire, je pense. D'accord. En me disant non, mais là, tu peux tutoyer. Ok. Comment est-ce que tu constitues le catalogue ? Quels sont les critères et comment est-ce que tu découvres de nouveaux artistes ? Nous, on n'a pas beaucoup de groupes chez Jerkoff. On prend vraiment beaucoup de temps avant de les choisir. Avec Charles, donc, on fait tout ça à deux. Nous, ce qui nous importe, c'est le live, parce qu'on fait une esthétique qui fonctionne beaucoup sur le live. Je me souviens d'avoir écouté un des podcasts que tu as fait où vous parliez justement de la différence entre les esthétiques des artistes hip-hop et tout ça, où tu vas peut-être plus regarder, je sais pas, les streamings, les vues sur YouTube ou quelque chose comme ça. Mais nous, le rock, ça vit vraiment par le live. Donc nous, c'est le premier critère, c'est ça. D'accord. Un groupe comme Slift, ils étaient sélectionnés Inouï, Printemps de Bourges, Occitanie, dans notre région. D'accord. Et en fait, 2-3 semaines avant les auditions, on était allé écouter les albums qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Ça tartait déjà pas mal. Et donc c'est parce qu'ils avaient été mis en avant par les Inuits que vous les avez découverts. Ouais. D'accord. Exactement. En fait, on est allé... on les connaissait déjà de nom. Ouais. Je crois que même ils avaient déjà envoyé des mails à Charles à l'époque, au tout début du groupe. Mais ça n'avait jamais donné suite. Et en fait, juste avant les Inuits, pour nous, c'était l'occasion d'aller les voir en live. Et donc, moi, je suis allée les voir en live et ça a confirmé l'intérêt que j'avais pour eux en écoutant les albums. D'accord. Et c'est pour ça que tu les manages. Ouais. Ok. En fait, il y a plein de façons différentes de signer des artistes. Ça nous arrive pas mal de d'éplucher les programmations des festivals pour lesquels on a un intérêt. D'accord. Et donc, nous, pour choisir les artistes, on va vraiment essayer de les voir en live. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent aux groupes qui nous demandent de l'aide sur le booking. Oui. On leur dit tout le temps, ok, dès que vous avez une date à Toulouse, vous nous prévenez. Enfin, ou une date dans un festival où on pourrait se déplacer, je sais pas, Dour, tous les gros festivals, Printemps de Bourges, le Mama, ou les trucs comme ça. On essaie de leur dire, si on a un intérêt pour eux, on leur dit, préviens-nous et on essaiera de se déplacer. Et c'est souvent après le live que ça se décide, quoi. D'accord. Donc, par exemple, une vidéo live, c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est que vous voulez vraiment les voir en live pour de vrai. Oui. Ouais. Ouais. Logique. En fait, les vidéos live, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais ça nous arrive d'avoir des mauvaises surprises. Alors qu'un vrai live où tu ressens vraiment l'ambiance, c'est différent quand même. Oui, bien sûr. Malheureusement, il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas forcément l'occasion de tourner des belles vidéos live. Ouais. Je trouve que ça prend un certain temps avant de pouvoir tourner des vraies belles vidéos. Et du coup, ça arrive souvent que les vidéos live qu'on nous envoie, elles desservent un groupe qui pourrait être pas mal, en fait. Ouais. Soit tu as une supra vidéo trop bien faite et un peu unique, tournée dans les bonnes conditions, il n'y a pas de bug, et il y a du public. Le son est bon. Le son est bon et tout ça. Et là, c'est un alignement de planètes, mais il faut avoir de la chance, je trouve. Il faut avoir un peu de... Enfin, il faut vraiment l'avoir anticipé, quoi. Ouais. Soit tu as des vidéos en plan fixe, moi, ça me gonfle. Enfin, je sais que déjà, j'arrive pas à les regarder souvent. Les vidéos en plan fixe, à la régie, où il se passe rien devant, j'ai du mal à les regarder. Ouais. Ouais, les jeunes groupes, c'est dur d'avoir des belles vidéos live. Parce que c'est trop compliqué à faire, peut-être ? Je sais pas. En fait, il faut un alignement de planète, je trouve. Ouais. Entre le bon son, le bon public qui est chaud, la bonne ambiance, le bon morceau aussi. Oui. Des fois, c'est pas forcément des morceaux qui servent vraiment les groupes. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de salles qui proposent aux groupes de leur faire des capteurs. Absolument. Et ça, je trouve ça cool. Rentrons dans le vif du sujet.
Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier, ce que tu fais, comment tu fonctionnes? Le booking, donc en fait, là, pour ce job-là, c'est de trouver des dates Ouais. en écoutant les demandes de l'artiste. C'est-à-dire, on a des groupes qui arrivent chez nous et qui nous disent, par exemple, le chanteur, il vient d'être papa et il a envie de tourner, mais il n'a pas envie de faire 300 dates à l'année. Donc la première chose pour un booker, c'est d'être à l'écoute de son artiste, D'accord. de savoir écouter ses demandes. Donc de vendre des concerts et de faire en sorte que les routings soient pas horribles. D'accord. Il y a un max de 3-4 heures de route entre chaque date. Et on essaie de pas aller au-delà. Ça nous est évidemment arrivé de faire au-delà, mais on essaie de pas trop le faire. D'accord. Nous, notre job en tant que booker, c'est vraiment juste de trouver les dates, de faire une stratégie autour de ça. C'est-à-dire, par exemple, un groupe qui est déjà allé à Lyon ne va pas y retourner 2 semaines après. D'accord. Essayer d'espacer, que ce soit cohérent, c'est-à-dire que c'est aussi notre responsabilité que les salles soient pleines. Pleine, bien sûr. Ou en tout cas pas vides. La stratégie, elle se construit aussi pas mal autour des festivals, je trouve. D'accord. C'est-à-dire des festivals dans lesquels les pros vont les voir. Au Mama Festival à Paris, Oui. c'est l'occasion pour nous d'inviter beaucoup de programmateurs à venir voir ce concert-là. Mais en fait, ça vaut aussi dans les salles en province, finalement. La date, elle est réalisée. Il faut qu'il y ait du pro dans la salle pour les voir et pour peut-être les reprogrammer sur un festival un peu plus tard. D'accord. Ou aussi, des fois, on aime bien avoir des feedbacks des programmateurs, savoir ce qu'ils en pensent. Ok. Et vous invitez aussi et vous invitez aussi la presse dans les pros ou pas du tout? Alors, pas trop. D'accord. Ça nous arrive de le faire. Après, nous, on est vraiment développeurs d'artistes, donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment le local et essayer de bosser le local au maximum. Donc oui, on invite les petites radios du réseau Ferrarock, par exemple. Oui. Ouais, ça nous arrive. Après, on a des attachés presse pour la plupart des groupes qu'on a. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour trouver des dates? C'est quoi le process? D'abord, il y a une étape de sourcing. D'accord. Donc, qui est de vraiment identifier les lieux que tu vises. D'accord. Tu fais un sourcing en fonction du groupe et de l'artiste auquel tu cherches des dates par rapport à ce que lui veut et par rapport à son esthétique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le sourcing, c'est vraiment une étape hyper importante parce que si elle est mal faite, après, ça foire. Souvent. Okay. En fait, c'est ça. Tu répertories les lieux qui correspondent, c'est ça, aux envies de ton artiste et qui te paraissent réalisables. C'est-à-dire que toi, tu es un peu le garde-fou de l'artiste qui, lui, a envie de jouer dans des stades directs. Imaginons, oui. capture un peu l'idée. Toi, tu es un peu le garde-fou de ça, c'est-à-dire que tu fais un peu l'analyse de ton groupe, où il en est, combien de monde il ramène dans telle salle. D'accord. Tu le sais comment ça? Combien de personnes il peut ramener? Alors, tu regardes via son passif. Est-ce qu'il est déjà venu dans une salle, par exemple? Est-ce qu'il est déjà venu dans une ville, je veux dire? D'accord. Tu regardes aussi, moi, ça m'arrive de faire ça de temps en temps, de regarder les stats sur les réseaux sociaux. D'accord. Ce genre de truc, ou des fois des groupes qui buzzent un peu à un moment donné parce qu'ils ont sorti un clip ou un truc qui a bien marché. Souvent, pendant les périodes qui suivent ça, tu reçois beaucoup de messages privés ou de mails de public qui disent au groupe venez dans telle ville, et donc tu regardes passer là-bas. Après, moi je regarde aussi beaucoup en fonction des autres groupes un peu similaires. D'accord. En termes à la fois de notoriété et d'esthétique. D'accord. Et du coup, tu regardes comment la ville, elle marche. Par exemple, tout ce qui est région PACA est pas super réputé pour le rock. Alors, il y a 2-3 événements qui se démarquent. Mais les salles, c'est très difficile pour eux de faire du rock avec des salles pleines quand c'est de l'émergent. D'accord. Il y a des régions comme ça. Et par exemple, Nantes, c'est une ville assez rock. Et là, quand tu fais un concert à Nantes, généralement, même si c'est de l'émergent, tu vas quand même avoir
un public minimum assuré. D'accord. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si. Et En tout cas, moi, j'ai compris. Tant mieux. Tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres. C'est affreux. En fait, c'est hyper intéressant ce travail de ville parce que la France est un pays, enfin c'est un territoire hyper vaste en termes d'esthétique. C'est vrai que PACA, on pense tout de suite à hip-hop plutôt, musique urbaine, tout ça. Rock, ça dépend. Le rock, ça marche très bien en Bretagne, par exemple. D'accord. Mais après, il y a toujours des contre-exemples. Hein. C'est vraiment des généralités que je te balance. Mais en tout cas, ça fait partie de la réflexion qu'il faut avoir. D'accord. Au début, quand tu fais ton sourcing, ben, tu sais que dans telle ville, tu vas pas aller viser la grande salle parce que même pour une première partie, c'est déjà compliqué pour eux que leur tête d'affiche, elle remplisse. Et donc, ça sert à rien de leur proposer une première partie qui vient de l'autre bout de la France. Enfin, voilà. Faut essayer de regarder ce truc-là. Après, pour le sourcing, un bon tips que je faisais beaucoup au début, alors que je fais moins maintenant parce que je connais un peu mieux les salles. Mais c'est de regarder les programmations passées. D'accord. Quand tu regardes une SMAC, par exemple, tu regardes un peu ce qu'ils font. Et en fait, il y a quand même des esthétiques qui se dessinent selon les SMAC. Okay. T'as des SMAC qui sont un peu plus axés rock et tout ça, ça dépend beaucoup du programmateur. Oui. Mais en fait, au-delà de dépendre du programmateur, ça dépend aussi du public. C'est-à-dire que même si le programmateur, il adore le rock et qu'il a grandi dans ça depuis je sais pas combien d'années, si sa ville, elle est plus réceptive aux musiques urbaines, bah, tu vas quand même le voir faire pas mal de musique urbaine. Bien sûr. Alors, voilà, ce qui est important, c'est le public, c'est sûr. Voilà, ça fait partie du sourcing à fond et c'est super important de faire ça au début. Quand tu commences à être booker, vraiment d'observer les programmations passées. D'accord. Une fois que tu as fait ton sourcing, donc que tu sais qui contacter, enfin quel endroit contacter pour proposer ton groupe ou ton artiste, c'est quoi la première approche ? Tu cherches les informations mail, téléphone sur Internet ou tu as déjà, toi, je sais pas, tu utilises peut-être le Wi-Fi ou comment? Alors nous, on a une base de données, en effet. D'accord. On a une base de données, mais qu'on a fait nous-mêmes. D'accord. Ouais, la plupart du temps, en fait, on cherche sur Internet le contact de la personne. Alors, généralement, pour les programmateurs, c'est souvent des adresses génériques qui sont un peu fourre-tout. Parce que, comme disait Nadège dans le podcast qu'elle a fait avec toi, en fait, tu peux pas passer ton temps à faire que de la découverte de groupe. Quand tu es programmateur, tu es obligé aussi de faire les suivis des dates, etc. Donc, tu peux pas te faire manger par la tonne de mails qu'ils doivent recevoir par jour. C'est ça. Mais donc, en fait, tu cherches déjà la personne. Après, ce qui est hyper important quand tu es un jeune groupe, c'est quand même d'aller voir ce qui se passe autour de chez toi. D'aller voir les salles. Déjà, tu vas voir, tu vas essayer de rencontrer les gens sur place. Je trouve que c'est une bonne approche quand tu es un jeune groupe, en tout cas, d'essayer d'aller poser tes questions à ces personnes-là, d'être présent dans ton territoire, en fait. Okay. Enfin, voilà, une fois que tu as identifié, faut aller un peu au charbon, faut appeler, faut se prendre des noms pendant un certain temps, puis jusqu'au premier oui, et qui enclenchera peut-être un deuxième oui. Et voilà, faut appeler. Moi, généralement, le premier contact, c'est un appel. D'accord. Ensuite, relance par mail. Ok. Quoique non, ça dépend des périodes en fait. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais pas être très téléphone et je peux très bien faire ma première approche par mail. Pour quelle raison ? Pourquoi ça change en fonction des périodes ? Le métier de booker, c'est super chronophage et ça peut être parfois un peu difficile parce que t'es à une place où tu prends pas mal de refus, où voilà, après il y a des périodes super cool, hein. Moi j'adore faire du booking et je pense que c'est ce que je préfère dans toutes les activités que je peux faire, c'est vraiment ce que je préfère, c'est le booking. Ok. Mais il y a quand même des moments de, je sais pas, t'as des doutes ou
Enfin voilà, ça arrive à tout le monde d'être un peu moins au taquet, on va dire. Et du coup, bah là, c'est ces périodes-là où je vais être un peu moins Au téléphone. dynamique, on va dire. Bah là, je vais faire mes premières approches par mail parce que je sens que c'est plus sûr. Et puis, la plupart du temps, de toute façon, les premières approches par mail, elles ne marchent pas, hein. D'accord. Donc, même si je fais ça, quelques jours plus tard, je vais appeler et là, je vais demander Ah, t'as bien reçu mon mail? Non, En j'ai pas tutoiement. lu, c'est quoi? Ouais, tutoiement quasiment Direct. partout. Bon, après, il faut le faire au feeling, hein. Il y en a qui vous Oui. voient, mais franchement, 90% en musique actuelle, c'est vraiment tutoiement. D'accord. Et donc, une fois que tu as identifié, Ouais. tu vas au charbon, tu appelles, tu fais ta première approche, tu présentes ton groupe. Là, il faut essayer de capter l'intérêt de ton auditeur, Ouais. qui comprenne Avec bien quel ton argument? projet esthétique et les actus. Ok. Si tu sors un album dans 6 mois, voilà, tu es en train de travailler sur la tournée de dans 6 mois et voilà, et j'ai ça prévu, j'ai un attaché presse derrière, j'ai D'accord. déjà contacté telle radio qui travaille avec vous, je sais pas. Ok. Donc ça marche ou ça marche pas. Donc quand ça marche, Généralement, qu'est-ce qui se passe? donc quand ça marche, là, tu peux commencer à aller parler date. D'accord. Donc là, tu vas aller parler précision sur le calendrier. D'accord. Une fois que tous les deux sont d'accord, généralement, ça parle thune. Ok. Donc tous les deux, c'est toi et le programmateur. Et le programmateur. Et d'accord. Ok. Voilà. Entendu que une fois que vous avez trouvé la date, vous êtes d'accord sur les conditions techniques aussi, ça c'est super important. Ouais. Par exemple, nous, on a un ciné-concert D'accord. qu'on vend, qui est fait par les Roboporose. Ok. Et voilà, faut être sûr que la salle, elle est capable de l'accueillir, parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui soient super intéressés, puis en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont pas du tout le matos qu'il faut, et voilà, ça arrive. D'accord. Donc, faut bien vérifier ça. Tu fixes ta date, ça commence à être un peu plus pressé, puis à être un peu plus précis, pardon. Oui. Et pressé aussi. Et puis ensuite, tu parles thune. Alors généralement, moi, je laisse les gens me parler thune. D'accord. C'est-à-dire que la personne va dire je fixe cette date et combien ça coûte? Alors, c'est pas forcément combien ça coûte, ça dépend un peu des projets. Moi, généralement, je demande aussi les tarifs d'entrée. D'accord. Quelle est la jauge? D'accord. Alors, c'est quoi les tarifs d'entrée? Tu parles de la billetterie? Par exemple, à combien tu vends ta place? D'accord. Ok. Et ça, je le demande souvent très cash, quoi. D'accord. Faut vraiment le demander. Sur ce projet-là, tu comptes mettre la place à combien? C'est quoi ta jauge? Donc, la jauge, c'est le nombre de personnes possibles dedans, dans la salle. Exactement. Ça te donne un peu une idée du budget général de la soirée. D'accord. Parce que, par exemple, imaginons, tu as une salle de 100 places et ils comptent mettre la place à 30 € sur un groupe émergent, par exemple. Et ben là, tu vas lui dire non, c'est trop. Parce que 30 €, 100 places, un groupe émergent, il va y avoir personne, en fait. Déjà, tu lui demandes de faire tes places à plus petit prix. Du coup, imaginons que sur un accord, tu arrives à tomber à peu près à 10 €. D'accord. Donc 10 € 100 places, ça fait 1 000 €. Donc sans compter le bar et tout ça, ça fait à peu près 1 000 € que moi je prends à peu près, quand je fais mes calculs, on va dire sur les 1 000 €, je vais dire 800. Ça doit être à peu près le budget qu'il va consacrer aux artistes. Mais en fait, ça, c'est des calculs vraiment hyper faux, parce qu'après, il y a les techniciens probablement à payer, ça dépend vraiment des salles et tout ça, mais une fois que tu connais un peu les salles, tu vois comment ils fonctionnent, moi, il y a des fois où j'hésite pas du tout à demander le budget carrément. D'accord. Parce que tous les programmateurs, ils ont leur budget avec voilà, combien ça me coûte de faire le catering pour tous mes artistes, combien ça me coûte de payer l'hôtel, combien ça me coûte de... Enfin voilà, eux, ils ont un budget hyper précis. Du coup, des fois, je leur demande carrément de me l'envoyer, et ils m'envoient leur fiche Excel, et du coup, je vois si c'est cohérent, et donc j'adapte un peu mon budget artistique en fonction de ça. D'accord. Et l'autre alternative, quand c'est non, comment est-ce que tu gères les vagues de non, et comment est-ce que tu persistes pour trouver des dates? Moi, je trouve que la première qualité d'un booker, et je crois que d'ailleurs, c'est un des premiers conseils que m'avait donné Charles quand il m'avait formé.
Tu vois, je réponds à ta première question comme ça, c'est parfait. Je trouve que la première qualité, c'est vraiment la résilience. D'accord. Il faut accepter, en fait, qu'il y a beaucoup de propositions. C'est plutôt quelque chose de positif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de créations, il y a plein de choses qui se passent, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. Si tu as envie de te frayer ton chemin, faut pas perdre ton objectif de vue, quoi. Nous, notre objectif, c'est juste d'arriver à répondre à leurs attentes. D'accord. Donc, c'est ça qui fait que tu lâches jamais. Ok. Je crois. C'est voilà. Puis la relation booker-artiste, elle est géniale parce qu'un artiste est souvent très reconnaissant du booker. De tourner, d'accord. Et du coup, t'as pas envie de décevoir ça. Enfin, en tout cas, moi, je me positionne vachement comme ça. J'ai jamais envie de les décevoir sur leurs attentes des tournées. Mm-hmm. Et c'est pour ça que, il y a des périodes où vraiment ça va pas, j'arrive à caler aucune date, ça me gonfle. Je prends le taureau par les cornes ou je prends 2 jours de pause et je prends le taureau par les cornes ensuite et j'y repars de plus belle, quoi. Mm-hmm. Jusqu'à ce que j'ai rempli mes objectifs. Après, nous, on les remplit plutôt bien. D'accord. Parce que l'esthétique du catalogue est quand même super bien définie. D'accord. Et en fait, ça fait qu'on est hyper identifié par les programmateurs. D'accord. Et donc, franchement, là, depuis 1 an, j'ai plus trop de soucis pour le booking, si je suis parfaitement honnête. Mm-hmm. Ils t'ont identifié toi et ils ont identifié ton catalogue. Ouais, mais je crois qu'il y a vraiment une étiquette Jerkoff. Non, je crois que vraiment on a réussi à faire ça. C'est super. Et c'est trop cool. Ouais, c'est plutôt un truc positif. Après, je sais que des programmateurs, même à l'autre bout de la France et qui nous connaissent peu, mm-hmm. ils vont vouloir faire une soirée rock, et ils vont penser, franchement, il y a 3-4 tourneurs en France qui sont bien identifiés rock. Je pense même il y en a plus que ça. Mm-hmm. Là, je pense à 3-4 en particulier, mais je pense qu'il y en a plus que ça, et on fait partie des boîtes qu'on appelle quand on a envie de faire du rock, quoi. Cool. C'est le cas de Nadège, par exemple, tu vois, qui a fait le podcast avec toi. Ouais. Quand je l'appelle, elle a assez confiance en mes goûts mm-hmm. pour que quand je lui dise, écoute, on a signé un nouveau groupe, du coup, elle va s'y intéresser. D'accord. Parce qu'elle sait que ma ligne artistique, elle est comme ça, et donc à la fois c'est sans surprise parce qu'elle sait très bien qu'elle va trouver du rock un peu nerveux. Mm-hmm. Enfin voilà, elle va penser à moi probablement quand elle fera du rock et qu'elle aura besoin d'une première partie en émergent, tu vois. D'accord. Voilà, c'est un échange un échange de goût. On sait qui aime quoi à peu près. Mm-hmm. Et du coup, on sait vers qui se tourner quand on a besoin de ça. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, même si toi, t'es pas tout le temps dans la prospection, tu peux aussi recevoir des appels de tourneurs parce que ils ont identifié dans ton catalogue quelque chose qui peut les intéresser. Oui, carrément. Ça, c'est vachement cool. Enfin, je reçois des appels de programmateurs. Programmateurs, d'accord. Ok, ça, c'est vachement cool. Ouais, carrément. Est-ce que le booker s'implique aussi dans la recherche de résidences pour les artistes et les groupes ? Alors, ouais. Nous, on le fait notamment pour les groupes dont on fait le management. D'accord. Mais pour les autres groupes, ça nous arrive aussi de le faire quand on a envie aussi de les ancrer quelque part. Dans une salle qui, par exemple, fait beaucoup d'accompagnement et qui n'a pas forcément vu ce groupe-là en live, ou le groupe n'est pas encore assez prêt pour aller jouer dans cette salle-là, mais on aimerait qu'il les accompagne ou un truc comme ça. Donc là, on va aller chercher des résidences pour que le staff voit un peu le groupe. En plus, c'est l'occasion qu'ils travaillent avec des gens en qui on a confiance, par exemple. Tout ça. En soi, c'est pas tellement notre travail, mais nous, on le fait. D'accord, oui, parce que vous développez. Oui, c'est ça. Nous, on fait vraiment du développement d'artistes. Donc. Ouais, ok. Ça, c'est hyper cool. Moi, j'adore les développements. J'aime trop. Il y a tout à créer. C'est une synergie de cerveau. Il y a tout à faire. C'est passionnant, en fait. Ouais. C'est vraiment passionnant parce que tu as plein de façons de le voir, le développement d'un artiste. Enfin, plein de façons de l'imaginer, en tout cas. Puis, non, c'est trop intéressant. Chaque développement se différencie d'un artiste à l'autre. Mais non, c'est trop intéressant. Moi aussi, je pense que c'est ce que j'adore, et je crois que c'est ce qui fait aussi que je me suis autant plu chez Jerkoff en arrivant. Ouais, t'as vraiment les mains dans le cambouis, tu fais autant du terrain que du bureau, et c'est génial d'être à ce point proche des artistes quand ils ont des projets de création hyper forts comme les nôtres.
En tout cas, je trouve que nous, nos esthétiques, elles sont très marquées. Mhm. Et ben, du coup, toi, tu es là pour vraiment les accompagner, et pour peut-être aller plus loin ou pas, mais trop bien ce passage-là, quoi. C'est ça, tu es à la fois vecteur et canaliseur d'un espèce de truc qui est en pleine création. Moi, je trouve ça génial. Et bon, alors du coup, moi, je suis pas dans le développement scène, mais j'adorerais vraiment approcher ça de plus près. Moi, je suis plus, tu sais, pas dans l'ombre, mais en studio et tout ce qui va être en image, tout ce qui va être en développement de marque, d'identité visuelle, d'identité sonore, enfin de tout ce qui va englober l'avant live en fait, un petit peu. Même si moi, je pense de plus en plus qu'il faut que ce soit en parallèle. Mais voilà, je trouve ça passionnant et moi, c'est ce qui me fait le plus kiffer dans tout ce que je fais. C'est t'es là avec tes idées et t'essayes et tu te confrontes à l'autre et c'est du jus de cerveau H24 et en même temps, il faut aussi structurer, cadrer parce que sinon c'est sans fin, c'est de la perfection, mais tu sais, jusqu'au bout, du bout. Ça peut être aussi hyper déprimant pour les artistes de tourner en rond, en fait. Ouais. Mais c'est ça, mais je trouve qu'on est vraiment le garde-fou de l'artiste. Absolument. Souvent, c'est notre rôle. De leur dire, et là c'est bon, ton live il est ok, ou je sais pas, tes vidéos elles sont ok, tes visuels ils sont ok, c'est bon, lève le pied, c'est bon, ça roule. C'est ça. Et bon, après ils prennent du recul, et ça permet d'avancer pour tout le monde, c'est cool. Et nous on est juste là pour faire en sorte que l'idée soit bien retransmise. Mm-hmm. Tu les pousses, mais tu les déplaces pas. C'est pas trop... Non mais c'est ça, non mais clairement c'est ça, c'est absolument ça. Surtout, je pense qu'au début de l'histoire d'un groupe ou d'une carrière d'artiste, je pense que tu peux vraiment te perdre si t'es pas sûr au fond de toi de ce que tu veux. Je pense que le manque de confiance de certains artistes, et je trouve que ça arrive de plus en plus, le manque de confiance en eux, ça peut vraiment les perdre, quoi. Oui. Et dans des réflexions qui sont parfois pas utiles et tout ça. Je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes qui ont du mal à se développer, à se lancer, en tout cas à prendre des décisions. Actuellement? Alors oui, je le pense, mais je pense que je le pense. Ok, je pense donc je suis. Non, mais je le pense particulièrement parce que ce week-end, j'ai regardé des documentaires sur la place des femmes dans les musiques actuelles et j'ai écouté un podcast, le podcast des couilles sur la table, consacré aux femmes dans la musique. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui revient hyper souvent en fait. L'histoire du manque de confiance, ça arrive plus souvent qu'on croit. Non, je trouvais ça intéressant parce que peut-être qu'avec l'essor des vidéos, du stream, etc., il y a énormément de musique en ligne et on a l'impression peut-être qu'il y a de plus en plus de concurrence, alors que non. C'est juste qu'on voit plus les autres et du coup, on est peut-être dans la comparaison. Ouais. Et que dans cette comparaison-là, on se trouve pas, on peut se sentir seul et un peu perdu. Et du coup, vu qu'un tel fait ça, j'ai plus le droit de faire ça. Ou du coup, tu vois, il y a peut-être ça qui se passe mentalement. Après, moi, je mentalise beaucoup. En fait, là, mon conseil là-dessus, s'il y a des jeunes groupes qui écoutent, j'espère. J'espère. C'est qu'on s'en fout. Mm-hmm. On s'en fout que ça ait déjà été fait. Enfin, moi, je m'en fous en tout cas. Okay. C'est pas du tout ce que je regarde. Après, c'est vrai que des fois, on voit des trucs genre « Ah, ça ressemble trop à machin. Ah, on dirait trop tel groupe et tout. » Mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que ce qui est défendu en live, c'est le plus important. Enfin, pourquoi l'artiste le fait, en tout cas, c'est ce qui est le plus important. Bah, en plus, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, c'est que en soi, personne ne réinvente la roue à chaque titre sorti, quoi. Mais clairement. Je suis pas musicienne, donc je peux pas parler de gamme, ni de notes, ni rien du tout, ni même de rythmique, mais quand même, il y a quand même, s'il y a des esthétiques musicales définies, c'est qu'il y a bien des choses qui sont englobées là-dedans et avec des codes déjà précis, définis. Ensuite, c'est à l'artiste et à sa vision de faire ou de ne pas faire. C'est ses choix artistiques qui vont faire la différence. Mais en soi, puis c'est un tout, la même chose, quoi. Mais carrément. C'est un tout, hein, entre la composition, la présence scénique, l'image. C'est un tout qui fait le côté unique de ton artiste. Donc, voilà. Absolument. Je crois vraiment il faut le dire plus souvent, mais je crois vraiment on s'en fout d'être comparé aux autres. Voilà, faut tracer sa route, savoir pourquoi on le fait, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a à défendre, et il faut rester là-dessus. Mais du moment que ça t'appartient à toi, absolument. Vas-y, fonce.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que tu as raison, il faut vraiment le répéter. Moi, en tout cas, les sons de cloche que j'ai des artistes qui m'entourent, c'est il faut à tout prix faire autre chose parce que je suis sur ce créneau-là, parce que du coup, on m'identifie trop à cette personne-là. Faut que je trouve un truc. En fait, c'est pas un truc à trouver, c'est ton message et comment tu veux le diffuser et qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, t'es toi dans tout ton ensemble, dans toute ta nuance et du coup, travailler ça au max, quoi. Ouais, à fond. Voilà, Puis il faut être hyper persévérant aussi. Ce que je te disais tout à l'heure sur le fait d'être résilient, je pense que c'est pour les artistes aussi, quoi. C'est important de savoir à l'avance que tu vas pas parler à tout le monde et que c'est pas grave, trace, fais donc ce qui t'appartient. Absolument. Jusqu'au bout. Et... Ouais, grave. Absolument. Non, c'est trop bien, on est d'accord sur tout. J'adore. Je suis pas trop difficile. Et toi, j'ai l'impression que ça va aussi. Ouais, ça va. Ça dépend des jours. Ouais, toi aussi, c'est ça. On verra demain. Ouais. À quel moment un artiste émergent, un groupe émergent en développement doit ou peut faire appel à un booker, une bookeuse? C'est une bonne question. Mmh. Le groupe, il va voir un booker quand il arrive à saturation de son propre travail. D'accord. C'est-à-dire que le groupe a tellement travaillé pour faire son booking lui-même, pour sortir son disque lui-même, qu'il a tellement travaillé ses compos que voilà, il a quelque chose d'abouti. Voilà. En fait, qu'il peut plus rien faire tout seul. Bah, c'est là qu'il va avoir un booker. Parce que du coup, il a déjà beaucoup bossé. De toute façon, nous, on demande aussi beaucoup à nos groupes de bosser. Hein. C'est pas parce qu'on est bien sûr ou manager tu fais bien de le préciser. Peut juste se consacrer à sa guitare. Que ton projet est assez abouti, c'est-à-dire que tu l'as assez travaillé, tu as assez fait de concerts pour être sûr de ton live, voilà, que ça pêche jamais et que l'album que tu as dans ton tiroir, il est prêt à être écouté et que tu l'as suffisamment travaillé, c'est là que tu vas toquer en fait. Oui. Jamais y aller trop tôt parce qu'on n'oublie pas trop. Enfin, moi, j'oublie rarement les échanges que j'ai avec des jeunes groupes, par exemple. D'accord. Et du coup, si, imaginons, il y a un groupe qui vient me voir demain et je trouve qu'ils sont pas assez prêts ou qu'ils sont trop jeunes, etc. En fait, en m'envoyant leur truc trop tôt, je vais quand même garder ma première impression d'eux, même si ça sera pas forcément le cas dans un an. Mais ma première impression d'eux, ça sera qu'ils sont trop jeunes et qu'ils n'ont pas encore assez travaillé. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ok. Donc ça, attendre avant de... Je trouve que c'est aussi un truc vis-à-vis du booking qui est important. Ça sert à rien d'aller voir une grosse SMAC ou un gros festival si ton projet il est pas prêt, ne va pas harceler le programmateur Bien sûr. à ce moment-là, parce que du coup ce qu'il va retenir de toi c'est que t'es pas prêt et c'est con. Bien sûr. Voilà. Tu es présente à chacun des concerts de tes groupes, tes artistes ? Pas du tout. D'accord. C'est pas une obligation, c'est pas une nécessité, il n'y a pas besoin. Non. Du moment que tu entretiens un bon lien avec ton programmateur ou ta salle. Oui. Moi, généralement, j'envoie toujours 2-3 jours après les concerts un petit mail ou un petit coup de fil à la personne avec qui j'ai dealé le concert pour savoir si ça s'est bien passé. D'accord. Qu'il en a pensé. Est-ce que les gars étaient cool ? Voilà. Je le fais sur les concerts importants, par contre. Ouais. Par exemple, les sorties d'albums, les concerts à Paris aussi, parce que c'est là aussi où tu invites beaucoup de pros. Tu résettes, Les festivals aussi, parce que souvent, il y a pas mal de programmateurs, enfin, sur les gros festivals, en tout cas. Il y a pas mal de programmateurs dans les festivals, donc c'est là où il faut aller les ramener au concert de ton groupe, quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer si pour toi, ça a été difficile en tant que femme d'accéder à ce poste ? Alors, non, pas vraiment. Parce que ça s'est surtout fait sur des rencontres humaines, quoi. D'accord. En fait, c'est-à-dire que accéder au poste et à une formation, à la formation que m'a fait Charles, et même après les autres formations que j'ai pu regarder un peu ou me renseigner dessus, je pense pas que être une femme puisse être un frein. Par contre, une fois que tu es dans le métier, tu te rends compte déjà qu'il n'y a pas beaucoup de bookeuses expérimentées, il y en a de plus en plus. Et je trouve que ça dépend beaucoup des esthétiques. En rock, franchement, j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quand même. Ok.
Après, l'essentiel des bookers que moi j'ai pu croiser, c'est plutôt des hommes et surtout dans le milieu du rock. Oui. Et après, au niveau des inégalités, je dirais que c'est plutôt sur la considération de ton avis musical Oui. qui est remis en cause. Mais je pense que ça concerne un peu tout le milieu musical. Comme quand moi j'étais musicienne, on me disait régulièrement des phrases comme c'est pas mal pour une fille ou Ok. voilà, enfin, très infantilisant quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a quand même ce truc-là dans les musiques actuelles. Ouais, je pense qu'il y a quand même un petit manque de considération. Après, j'ai jamais vraiment su si c'était parce que j'étais jeune dans le milieu et dans le métier et dans la vie d'ailleurs, ou si c'est parce que j'étais une femme, mais en tout cas, je pense que c'est un peu relié tout ça. Le fait par exemple, mon collègue principal, c'est Charles. Je sais qu'il y a, par l'expérience des 2 années que j'ai passées à travailler avec lui en binôme, je sais qu'il y a certains programmateurs qui vont toujours vouloir passer par lui. Donc, est-ce que ça me dit que moi, juste, je suis moins compétente ou qu'on préfère passer par le gars le gars de l'équipe Oui. qui, naturellement, aurait plus de responsabilités que moi. Ça, j'arrive pas trop à déceler si c'est la jeunesse ou le genre, quoi. Non, mais jeunesse, je crois que je t'ai même pas demandé ton âge de tout l'épisode. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. 27 quand même, en fait. enfin, oui, mais Bientôt bon. 28. Oui, c'est jeune, mais bon, tu as quand même de l'expérience, quoi. Tu es dans le milieu depuis suffisamment Ouais. longtemps et pour être suffisamment expérimenté et connaître ton métier et savoir ce que tu fais. Ouais, mais je pense que ça fait pas super longtemps que je suis dans le milieu des musiques actuelles. Finalement, ça fait que 2 ans que j'y suis à fond dedans. Et du coup, c'est quand même considéré comme Enfin, moi, je considère Junior, quoi. que je suis encore hyper jeune dans ce métier, quoi. Oui. J'ai encore plein de trucs à aller explorer. Et par exemple, dans le milieu du rock, bah, le genre féminin est assez peu représenté sur scène, en tout cas en frontline et tout ça. Alors, il y a quelques noms qui sortent tout de suite. Donc, ça prouve qu'en fait, elles sont très peu parce qu'elles sont tout de suite assez identifiées. Comme qui? Il y a Décibel, par exemple. Tu sens bien que dans le rock, c'est un genre qui est très très peu représenté. Et quand nous, on essaie de regarder un peu des groupes, qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes et tout ça, ben, il faut vraiment chercher, quoi. Il faut faire l'effort de le chercher, en tout cas. Ouais. Est-ce qu'au niveau de, je sais pas, de tes deals ou de tes négos, des fois, tu sens que t'es femme, quoi? Donc, pas tout le temps. Mais ça m'est déjà arrivé de recevoir des avances pour finir les négos. Ouais. Nickel. Ouais. Mais ça, bah, tu vois, ça fait un moment que ça m'est plus arrivé. Et à l'époque, je restais pas mal silencieuse par rapport à ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux répondre de toute façon? Oui. C'est chiant, ces débats-là. Et les commentaires sur les tenues vestimentaires, moi, j'ai vécu ça aussi en tant que musicienne, mais c'est un truc de dingue. Comme c'est pas possible. Puis en plus, quand tu dis ouais, mais c'est bon, je m'en fous, puis j'ai envie qu'on parle d'autre chose, quand t'oses le dire, ben, tout de suite, t'es la féministe. Ouais, mais même au-delà de ça, t'es l'hystérique, quoi. T'es l'hystérique qui, oh, ça va, tu peux pas prendre une remarque, truc. Mais c'est vraiment usant, en fait. C'est vraiment usant. Ça y est, là, tu m'as lancé. Mais c'est vraiment usant d'avoir à réagir à ça, en fait. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie d'entendre ces commentaires-là, même si c'est des compliments, en fait. En fait, je viens à vous en tant que professionnel et j'ai envie d'être jugée sur ce que je vous propose professionnellement, pas sur. Ouais, ça me. Non, mais c'est ça. Mais il y a rien de plus désagréable. Et moi, j'ai déjà eu des clients où c'était pas respectueux de ça, quoi. Des blagues déplacées. Bah non, je t'appelle. On a un call pro là, en fait. Pourquoi c'est quoi ta petite vanne? Non, en fait. Ouais, carrément. C'est pas que je suis pas là pour rigoler, mais en tout cas, je suis pas là pour rigoler de ça avec toi. Non, tu vois, c'est tellement déplacé. De la sphère. Non, mais carrément. Bah, ça sort du cadre. Après, malheureusement, on en aura toujours 12 000 exemples et on pourra toujours en donner. C'est d'une tristesse folle. Maintenant, je trouve que ce qui est important, et en tout cas ce que je prends moi personnellement comme mon rôle, c'est d'essayer d'aller vers l'étape d'après. C'est-à-dire que les mentalités elles sont en train d'évoluer. Bah, du coup, comment moi, j'ai envie de présenter ça d'une autre manière. Enfin, comment dire ?
oui, je pourrais toute ma vie râler sur le fait que une fois au conservatoire, on m'a dit c'est pas mal pour une fille, mais maintenant j'ai envie d'essayer de comprendre comment ces raisonnements-là, ils arrivent dans la tête de quelqu'un et comment je vais faire pour les dénouer. Je crois que je suis dans cette étape d'après là, tu vois, ok là maintenant c'est quoi les solutions ouais, c'est quoi les solutions pour qu'on arrête ça. Je trouve que c'est pas un truc dont on a forcément conscience d'un coup. C'est plutôt une prise de conscience à long terme où tu te rends compte avec un peu de recul que ouais, il y a des choses sur lesquelles ton comportement a changé parce que t'es une femme. Mais sur le moment, tu t'en rendais pas forcément compte. C'est-à-dire qu'on nous oblige un peu à être souple en fait, avec nos réactions, avec nos comportements et puis ouais. Je sais pas trop. Je pense qu'une femme ambitieuse, par exemple, sera toujours une femme dont les dents rayent le parquet, alors qu'un mec ambitieux, c'est quelqu'un qui a la niaque. Et ça, c'est parfois un peu dur. Ou une femme ambitieuse passera toujours. Et une femme ambitieuse passera toujours à côté de sa vie personnelle. Tu vois ? Ouais, on carrément. passe toujours à côté de son horloge biologique, tu vois. Tout le monde est là. Tout le monde est là pour te dire non, mais de toute façon, t'as le temps, bien sûr, construire tes projets, etc. Par contre, attention, 35 ans, c'est moins facile, hein. Ok, très bien, ça arrivera pas, c'est comme ça, tu vois. Et tout le monde a son mot à dire. Et quand tu bosses et que, en fait, c'est juste pas, c'est pas que c'est pas dans tes calculs de demain, mais tu bosses et t'es à fond dans ton truc, tu passes à côté de ta vie et tout le monde te le fait entendre, quoi. Non, mais carrément. Ouais, c'est d'une tristesse folle. Pas plus tard qu'hier. Là où je suis heureuse dans le milieu dans lequel moi j'évolue, finalement, j'ai l'impression que les gens sont quand même assez... j'arrive pas à trouver ce mot-là, mais... Les groupes, par exemple, sont quand même assez ouverts sur le monde, etc. J'ai pas l'impression de vivre dans un milieu du rock des années 80, 90, où je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plutôt là autour de moi des mecs qui sont jeunes et qui vivent avec leur temps et qui sont hyper intéressés par ces questions-là. Et en vrai, je me sens hyper chanceuse d'avoir des groupes comme ça. L'épisode va bientôt toucher à sa fin. Ouais. Est-ce que rapidement, tu peux m'indiquer quels sont tes conseils, quels sont les conseils que tu peux donner à un artiste qui fait son booking tout seul ? Alors, si son objectif, c'est de trouver un booker, il faut absolument qu'il invite des bookers à ses concerts, sans harceler, mais quand même régulièrement. Il faut essayer d'aller les rencontrer. Ok. Ça, c'est son objectif. Il faut toujours continuer à travailler et à proposer des nouvelles choses et des évolutions et tout ça. Jamais proposer 14 fois exactement la même chose, exactement le même titre, en lien et tout ça. Enfin, voilà, il faut montrer que... Il y a de l'actu. Il bosse, quoi, et qu'il y a de l'actu. Et après, s'il fait son booking lui-même, du coup, on en a déjà parlé pendant le podcast, mais bien cibler les lieux auxquels son projet correspond. Pour pas qu'il perde du temps après à aller démarcher des salles qui ne lui correspondent pas. C'est vraiment, vraiment l'étape la plus importante pour moi. Après, c'est toujours bien de faire une adresse mail dédiée au booking. Plutôt que dire je suis guitariste de tel groupe, mais moi je ferai pas ça. Je mettrai une adresse spéciale booking et tu te présentes, je suis booker de tel groupe. Même si que tu fasses partie du groupe ou pas, il y a quand même toujours un côté un peu plus sérieux quand c'est pas le musicien lui-même qui se book. Est-ce que c'est gênant si l'adresse est Gmail, genre booking groupe machin @gmail.com, ou il faudrait que ce soit une adresse pro, genre booking@nondugroupe.com? Non. Moi, j'utilise des Gmail parfois. Ok. Donc, non. D'accord. Chacun fait avec ses possibilités. Bien sûr, ok. Non, bien sûr, ouais. Et après, donc bien cibler, essayer de bien correspondre à sa propre actu. Si tu as un album qui sort en avril, ça sert à rien d'essayer de booker en février. Réserve plutôt toutes tes dates autour de la sortie de l'album.
avril-mai, que ce soit dans la continuité. D'accord. Voilà. Essayer de bien budgétiser quelque chose de sensé par rapport à ce que tu ramènes à la salle et ce qu'elle investit pour toi et tout ça. Bien essayer d'être juste là-dessus. À un bar, on va pas lui demander 3000 balles, sachant que lui, peut-être, ça va rien lui rapporter parce que tu vas lui ramener personne. Enfin, voilà, essayer d'être le plus juste possible par rapport à son propre groupe. Après, c'est vraiment difficile parfois pour les artistes d'accepter de démarrer un projet, enfin d'accepter d'en être qu'au début. Et donc d'accepter de se vendre à des tarifs assez bas, mais malheureusement, il faut bien commencer par là. Et peut-être que les groupes vont en tirer d'autres choses, par exemple du soutien de certains bars qui sont peut-être en lien avec d'autres tiers-lieux musicaux et tout ça. Voilà, l'important, c'est d'avoir aussi un petit réseau qui se crée dans les premières tournées qu'on fait. Donc, voilà, d'avoir des gens qui soutiennent le groupe, qui les supportent, qui probablement les encourageront pour un deuxième album, par exemple, ou tout ça. Enfin, voilà, il faut bien penser à ces choses-là, je pense. Ok. Et quels sont les conseils que tu peux donner aux bookers en devenir, ou en tout cas aux bookers qui nous écoutent? Ne pense pas à tes 2 ans de carrière de booking. Pense à la totale. Je te vois hésiter, genre, alors attends, j'ai que 2 ans, qu'est-ce que je vais... Ouais, c'est ça. Hein, Mais non, c'est ça. tu n'as pas 2 ans. Je dirais que chose à laquelle moi je faisais pas forcément très attention au début, c'est bien comprendre les riders techniques et d'accueil. Je trouve ça c'est vraiment la base et surtout quand tu auras des questions de la part des salles sur tes riders, bah, si tu les connais pas sur les bouts des doigts, c'est dommage quoi. Alors, tu peux m'expliquer ce que c'est les riders? Alors tu vas avoir la fiche technique, Oui, qui généralement est faite par l'ingé son du groupe. d'accord. Et le rider d'accueil dans lequel tu précises ben voilà que tu veux je sais pas quoi dans les loges, Ok. bien préciser que en hébergement tu veux quelque chose de sain et propre et que voilà, enfin, ce genre de choses quoi. D'accord. Faut bien être d'accord avec le groupe sur ce qu'ils demandent, parce qu'il y en a D'accord. qui probablement doivent demander des palaces. Si toi tu es ok de dormir chez l'habitant, ben voilà, c'est bien de le préciser aussi. Peut-être que aussi à l'organisateur ça va lui économiser des frais. Enfin voilà, faut réfléchir à ce genre de questions quoi. D'accord. Être à la fois précis et aussi laisser ouvert Marge de manœuvre. une marge de manœuvre pour les groupes en développement, parce que tu sais que de toute façon c'est un travail d'adaptation. On dit ça? Ouais. Okay. Ouais, du coup, faut savoir s'adapter, quoi. Mais c'est bien de connaître bien ces riders. Moi, je sais que franchement, c'est pas un boulot que j'ai trop fait au début. Je les lisais à peine et tout ça. Puis non, en fait, c'est bien de vraiment bien les connaître, parce que du coup, c'est aussi des façons d'expliquer la politique un peu de ton groupe ou la façon dont il vit lui-même ses tournées. Et ça peut être aussi un argument, quoi. Oui. Je sais que nous, nos groupes, ils sont assez simples. Par exemple, ils exigent assez peu de choses sur la rider, finalement. Bah, je trouve que ça en dit long aussi sur leur façon d'être et de penser. Ouais, d'être et de penser. Et voilà. Enfin, nous, on laisse souvent libre cours au repas, tu vois, par exemple. On les laisse décider. Proposez-nous quelque chose de local, souvent, on met un truc comme ça. Et voilà, et du coup, ça participe à un espèce d'échange entre le groupe et la salle qui les accueille et toute l'équipe, quoi. Ok. Donc, c'est intéressant. Donc voilà, c'était un premier conseil long, mais je pense que c'est un conseil important. Et après, pour les bookers, bah, lâchez pas, quoi. Il faut y aller, faut se déplacer dans les festivals pro, c'est toujours bien d'être vu. Faut bien s'organiser avec sa base de données. Je crois que le moment où vraiment tu peux accélérer les choses, c'est quand ta base de données elle est vraiment tellement bien faite que du coup tu perds moins de temps à le faire, mais au début il faut quand même passer du temps à la faire. D'accord. Et voilà, et il faut y aller, quoi. Ça va le faire. Ça va le faire. Vivement la nouvelle génération de bookers. Mais il y en a plein des jeunes, là, c'est cool. Ouais, puis je pense que c'est comme n'importe quel métier, c'est la passion, la persévérance et le cœur qu'on y met qui fait que ça fait toute la différence. Hein. Carrément.
Carrément. Merci beaucoup Hélène pour cet échange et pour tout ce temps. Merci à toi de l'invitation. Ouais. C'était trop cool. Bon, cool. Ravie de voir que tu as passé un bon moment avec moi, un long moment avec moi même. Un long moment, oui. Ouais. C'était cool. Merci vraiment pour tout. Et puis, bonne continuation et à très bientôt. Merci. Et puis, à bientôt. Au plaisir de se voir en vrai. Oui. Salut. À plus. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.